Bonjour, aujourd'hui on va faire l'introduction à la rotation pour commencer la section 5. Donc les mouvements de rotation vont être influencés par un paramètre qui s'appelle le moment d'inertie. Le moment d'inertie pour un même objet peut varier selon la façon dont on le fait tourner. Par exemple, on a l'illustration ici d'une tige, imaginez une grande tige qui est lourde puis disons en métal. Il va être beaucoup plus facile de la faire tourner sur le sens de sa longueur que transversalement, là, comme c'est illustré par l'image à droite. Ça, c'est parce que plus que la masse d'un objet se trouve répartie loin de l'axe de rotation, plus l'objet va avoir d'inertie quant à la modification de son mouvement de rotation. Donc, ça va être plus difficile de lui procurer une accélération pour le faire accélérer, le mettre en mouvement, ou de l'arrêter avec une décélération. Donc, vous avez des listes pour calculer le moment d'inertie de différents objets selon leur forme puis la façon dont ils tournent. Dans votre livre, c'est à la page 393. Vous avez aussi une liste de ça dans vos notes de cours, quelque part dans le milieu de votre section 5. Alors, il faudra y référer aux besoins. Vous n'avez pas besoin d'apprendre les formules par cœur. Leur provenance vient de calcul d'intégrale de volume sur la forme de l'objet. Donc, comme on n'est pas dans le cours de mathématiques, on ne va pas s'attarder à ça et on ne vous demandera pas de les apprendre par cœur. Donc aussi, il y en a quelques-unes qui sont fournies dans votre aide-mémoire, mais si vous avez besoin d'une formule différente pour l'examen final, on peut en ajouter là, si elles ne sont pas dans l'aide-mémoire. Donc, il faut juste savoir les utiliser puis reconnaître laquelle qu'il faut prendre. Par exemple, ici, on voit que ça serait la première image en haut. Ce serait une sphère qui tourne dans l'espace autour d'un axe de rotation. Il y a une ligne ici qui définit le rayon auquel elle tourne, mais on considère ici juste la masse qui est en mouvement, un peu comme en orbite. Ce serait à ce moment-là, on prendrait la masse fois la distance r au carré. La distance r doit être en mètres, puis à ce moment-là, on va obtenir un moment d'inertie d'unité kilogramme fois mètre carré. Donc ça, c'est les unités. Il n'y a pas d'unité particulière pour les moments d'inertie. On peut remarquer qu'on a la même équation lorsque la masse est répartie en un anneau de rayon r. À ce moment-là, c'est encore m fois r au carré. Par contre, si on a un disque plein, donc de rayon R, là, on va faire 1/2 fois la masse du disque fois son rayon au carré. Donc ça va être une formule qu'on va utiliser assez souvent quand on va avoir des poulies qu'on considère leur masse. Là. Donc on va commencer à faire ça dans la section 5. On n'aura plus seulement des poulies qui sont très très légères. Fait que ça va influencer un peu les systèmes avec lesquels on travaille. Donc, un petit rappel aussi, on a déjà vu une quantité liée à la rotation qui s'appelle le moment de force. Donc, un petit rappel de ça, on a vu deux façons de calculer le moment de force qui symbole ici là, la lettre tau. Donc, on va lui attribuer un signe et pour avoir la grandeur du moment de force, on va faire la force ou sa grandeur là, multipliée par la distance r entre le point d'application de la force et l'axe de rotation. Et ensuite, on multiplie aussi par le sinus de l'angle entre le segment R et la force F. Donc, je vous rappelle, ce n'est pas un calcul de composante. Pour le moment de force, on utilise toujours un sinus. Puis, on avait établi dans la section 1, parce qu'on travaillait avec des cas qui n'accéléraient pas, on avait établi une convention pour le signe. C'est-à-dire, si la force tentait de faire tourner l'objet dans le sens anti-horaire, on avait un signe positif et à l'inverse, on avait un signe négatif si c'était dans le sens horaire. Là, ça va être encore vrai, cette convention-là, si on travaille avec un système où il n'y a pas d'accélération, mais la plupart des cas qu'on va voir vont avoir une accélération. Et à ce moment-là, on va faire un peu comme on appliquait pour les systèmes avec des accélérations dans la section 2 en dynamique, c'est-à-dire le sens positif va être le sens de l'accélération. Donc, si l'objet se met à tourner de plus en plus vite dans le sens des aiguilles d'une montre, alors ce sera ça le sens positif. Si la force agit dans ce sens-là, son moment de force sera positif. Il y avait aussi une autre façon de calculer le moment de force, c'était avec la même façon de trouver le signe, on pouvait multiplier directement la grandeur de la force fois le bras de levier. Donc le bras de levier, c'est une distance qui part de l'axe de rotation et rejoint par le chemin le plus court le prolongement de la force. Donc c'est une ligne qui est perpendiculaire à la force. Si la force est verticale, le bras de levier sera par exemple horizontal. C'est une ligne qui est souvent une ligne imaginaire. Là. Ça ne suit pas nécessairement l'objet s'il est de forme linéaire, là, comme une tige. Donc, il faut le trouver d'une façon en regardant le schéma, mais s'il n'est pas accessible facilement, on y va avec la première définition, puis on calcule l'angle aussi. Dans le sinus aussi, vous vous rappelez que si le sin est 90, ça donne 1.
Donc, quand la distance R et la force sont perpendiculaires, des fois, on n'écrivait pas signe de l'angle. C'est parce qu'à ce moment-là, le R correspond au bras de levier. Maintenant, la deuxième loi Newton, on va la présenter pour translation et pour rotation. On va l'utiliser plus à partir du prochain cours puis dans le labo, mais je vous la présente quand même, vu qu'on a parlé du moment d'inertie. Alors, vous voyez, la deuxième loi Newton à laquelle vous êtes habitué, c'est la version translation. Donc, la résultante des forces va être égale à la masse fois le vecteur d'accélération. Si on prend cette formule-là puis on l'applique en rotation, les paramètres vont être différents. On avait déjà mentionné que le moment de force remplace un peu la force quand on est en rotation parce que on ne peut pas seulement tenir compte du vecteur force, il faut aussi regarder la distance à laquelle il s'applique. Donc, c'est ce qu'on fait en utilisant le moment de force. Plutôt que la masse en translation, quand on est en rotation, on va utiliser le moment d'inertie parce que non seulement la masse est importante, mais sa répartition aussi par rapport à l'axe de rotation est importante. Et là, on introduit le symbole pour l'accélération angulaire, c'est la lettre grecque qui correspond au A grec, là, donc c'est alpha. Ça ressemble un peu à un petit poisson là, qui regarde vers la gauche. Donc, la deuxième loi Newton en rotation n'est pas vectorielle. Donc, on n'aura pas à décomposer ça, à décliner ça selon chacun des axes x et y. Ça va être une seule équation pour un objet qui tourne. Maintenant, on va aussi parler de comment on va... là, j'ai parlé de une première variable angulaire, c'est l'accélération alpha. Ça, c'est une accélération qui va être donnée en radians par seconde carré, plutôt qu'en mètres par seconde carré. Donc, c'est une accélération, mais au lieu du nombre de mètres par seconde carré, c'est des radians qui sont représentés par l'unité. Il est possible pour un objet qui fait une rotation d'aller convertir, mettons qu'on connaît son accélération angulaire en radians par seconde carré, puis qu'on voudrait trouver son accélération linéaire au niveau du pourtour. Là. Si on prend un point sur sa surface qui est en train de tourner, c'est quoi en mètres par seconde carré son accélération? On peut faire un petit facteur de conversion qui utilise le rayon. Donc, dans le fond, pour n'importe quelle variable linéaire, c'est-à-dire la variable qui contient des mètres, là, ça peut être l'accélération comme je viens de mentionner. Je vais expliquer les autres après. Okay? Donc, l'accélération linéaire en mètres par seconde carré, on peut poser l'égalité en faisant R, le rayon en mètres auquel on fait l'observation, fois la variable angulaire, donc alpha, si c'est l'accélération en radians par seconde carré. Il faut savoir que les unités de radians, on les écrit souvent pour donner l'information qu'on travaille en radians, mais ils ne comptent pas dans les calculs de balancement d'unités dans les équations. Donc ici, c'est comme si à droite, l'accélération, c'est juste des secondes à la moins 2. Donc, nos secondes à la moins 2, si on les multiplie par le rayon qui est en mètres, on obtient des mètres par seconde carré. Donc, ce qui est à gauche, la variable linéaire. C'est donc une façon peut-être de se rappeler s'il faut multiplier ou diviser par le R. Bien, regardez les unités. Donc, on peut écrire cette relation-là pour l'accélération, comme je viens de l'expliquer, mais on peut aussi l'écrire pour la vitesse et pour le déplacement. Par exemple, un déplacement delta x en mètres va correspondre au rayon auquel on fait l'observation du déplacement fois, c'est un déplacement angulaire à ce moment-là qui est en radians. Fait que je vous rappelle, là, je pense que vous le saviez, mais un tour correspond à 2 pi radians. Après ça, on a l'équation pour la vitesse tangentielle. Donc, la vitesse en mètres par seconde va être égale au produit, la variable angulaire correspondante, donc la vitesse angulaire qui est symbole oméga. Donc, ça ressemble à un petit W en lettres attachées. Là. Oméga, c'est des radians par seconde. Donc, c'est une vitesse, mais angulaire. Si on la multiplie par le rayon, on obtient la vitesse tangentielle. OK? Fait qu'il faudra connaître ces relations-là, on va les utiliser à maintes reprises. Mais dans le fond, vous pouvez retenir le principe général. Puis, vous en rappeler en comprenant que si on multiplie, par exemple, des radians par seconde fois des mètres, on obtient des mètres par seconde. On a aussi vu à travers ceci là, les différents symboles qu'on va utiliser pour la cinématique de rotation. Donc, la vitesse, quand on travaille en rotation, ça va être oméga et le déplacement sera delta theta, puis l'accélération alpha. Donc, si on revient à des notions cinématiques de base, OK? Donc, comme je viens de le mentionner, le déplacement delta x, lui, il est en mètres. Si on compare au déplacement angulaire, ça va être en radians. La position, elle, quand on est en mètres, c'est juste le x, si on est sur l'axe des x. Alors, la position angulaire en rotation, ce sera l'angle θ. Ensuite, quand on trace un axe, bon, pour la translation, habituellement, on va tracer un axe x ou y.
En rotation, on utilise souvent le symbole S parce que c'est ni X ni Y. Ça, c'est pas très important. Ça pourrait varier là, ici d'un autre symbole que S. Maintenant, nos relations, on va toutes pouvoir les traduire comme les relations qu'on connaît de cinématique en translation, on va pouvoir les traduire en rotation. Par exemple, si on prend l'équation de la vitesse moyenne, qui est delta x sur delta t, bien, on peut obtenir une vitesse angulaire moyenne en prenant le déplacement angulaire delta θ sur delta t. Donc, c'est la même relation, c'est juste qu'on la traduit avec des paramètres angulaires. Même chose pour la vitesse instantanée. Vous savez que dans le fond, il faut juste réduire l'intervalle de temps. Si on a donc l'équation de la fonction de la position par rapport au temps, bien, on peut la dériver pour obtenir la vitesse instantanée. L'accélération, ça je l'ai déjà mentionné, ça va être le symbole alpha si on fait des calculs de rotation. Donc voici ici toutes les 4 équations. À gauche, c'est pour le MUA. Okay? On les a simplement traduites à droite pour un mouvement uniformément accéléré de rotation. Donc, ce n'est pas des nouvelles équations que vous voyez dans la colonne de droite. Il faut juste connaître nos symboles. Vous voyez la première ici, vitesse finale, c'est vitesse angulaire finale égale vitesse angulaire initiale plus l'accélération angulaire alpha fois le delta t. Fait que c'est la même équation qu'on voit à gauche. Donc, on ne vous fournira pas une autre liste dans l'aide-mémoire pour les relations de mouvement uniformément accéléré parce que comme vous avez celle de translation, c'est considéré que si vous avez travaillé sur vos exercices de rotation, vous savez juste les adapter. Okay? C'est comme une traduction directe. Il n'y a aucune différence là, dans les équations à gauche puis à droite à part le type de symbole qu'on utilise entre translation puis rotation. Maintenant, on va parler un peu du roulement tant qu'à parler de la rotation. Parce que quand on parle de rotation comme telle, on parle d'un objet qui tourne sur lui-même. Il ne se déplace pas nécessairement. Mais on voit beaucoup d'objets qui nous entourent qui vont faire une rotation spéciale là, qu'on appelle un roulement. Donc, on voit ici la distinction. L'objet à gauche va simplement faire une rotation. Celui à droite va être en train de rouler. Vous voyez ici que s'ils vont à la même vitesse angulaire, leur rotation s'effectue simultanément. Okay? Sauf que la différence, c'est que l'objet à droite serait par exemple posé sur le sol, puis le sol, il ne glisse pas par rapport au sol. Donc, il est capable, quand il tourne, d'avancer. Donc, un roulement, c'est ça, là, c'est en même temps qu'on a une rotation, l'objet fait également une translation. Donc, si on considère ici le centre de masse de l'objet qui est comme un point repère, là, le milieu de l'objet, le centre de masse avance et se déplace, il fait une translation en même temps que l'objet lui-même fait une rotation autour d'un axe de rotation. Tandis que celui de gauche ne fait que la rotation. Maintenant, ici, on va voir la relation entre si l'objet fait un tour, une rotation complète, ce qu'on appelle une révolution, de combien il va se déplacer en translation. On peut le voir clairement sur l'animation ici. Donc, l'objet fait un tour. Quand la pointe va revenir en bas, il va avoir fait un tour ou une révolution. Si on regarde là, par rapport au pourtour de l'objet, on peut voir par l'animation ici que le fait qu'il a fait un tour, finalement, fait qu'il a avancé d'exactement une circonférence. Okay? Donc, son déplacement ici va être égal à une circonférence. Maintenant, il y a une relation importante entre le roulement et le frottement, puis là, on va bien définir ça parce que vous allez avoir à faire des diagrammes de force sur des objets qui roulent, puis si vous ne tracez pas le bon sens pour votre force de frottement, vos analyses ne fonctionneront pas. Pour qu'une roue puisse accélérer sans déraper, il faut qu'il y ait un frottement statique à son point de contact avec la surface sur laquelle elle roule. Je l'ai mentionné tantôt, sinon, l'objet, ça veut dire qu'il va glisser, c'est comme une roue qui tourne en dérapant, là, sur, disons, de la glace. Donc, si la roue dérape, c'est qu'il n'y a pas un frottement statique. La question va être comment on oriente le frottement statique. Bon, il y a deux grands principes. Là. Il va être orienté, parallèlement à la surface, ça c'est toujours le cas pour le frottement, puis dans le sens nécessaire pour empêcher le dérapage de la roue. Par exemple, si la roue pourrait déraper en glissant dans le sens que j'indique, bien là, on aurait un frottement dans le sens contraire. On peut aussi se demander, si on fait notre diagramme de force avec toutes nos forces, bien, dans quel sens doit agir le frottement statique pour qu'on puisse avoir l'accélération angulaire dans la direction qu'on sait qu'elle se fait. Puis aussi l'accélération linéaire, on peut se fier à ça aussi. On va voir des exemples ensemble là, pour le voir plus concrètement. Maintenant, il y a deux choses aussi à distinguer, il y a des roues qui vont tourner avec une force motrice et d'autres sans force motrice. Par exemple, si je laisse dévaler un ballon sur une pente inclinée,
il n'y a pas de force motrice. Le ballon va rouler de lui-même si c'est pas trop glissant. Prenons une bicyclette. Okay. La roue avant de la bicyclette, elle, ne présente pas une force motrice. Ça veut dire qu'il n'y a pas une force qui la force de tourner. Elle va se mettre en rotation simplement parce qu'elle est forcée d'avancer par la tige qu'on appelle l'essieu qui passe à travers la roue avant du vélo, mais ça va rouler si le sol est suffisamment rugueux. La roue arrière du vélo, par contre, elle, il y a une force motrice dessus si on est en train de pédaler, parce que la chaîne va aller à travers l'engrenage à l'arrière, essayer de faire tourner la roue. Okay? Donc là, il y a présence d'une force motrice parce qu'il y a un moment de force qui tente de procurer une accélération à la roue. Fait que d'autres types de comparaisons, ici j'ai mis comme, là on va regarder pour commencer une roue qui ne subit pas de force motrice, mais qui accélère. Comment on va savoir dans quel sens c'est le frottement? Là ici j'ai déjà donné l'exemple de la roue avant de vélo, mais ça pourrait être aussi la roue d'une brouette, la roue arrière d'une voiture si le moteur fait tourner les roues avant. Okay? On appelle ça une voiture à traction avant, un ballon qui descend, etc. Il y a déjà une force qui va tenter de faire avancer l'objet. Dans le cas du ballon qui descend, c'est son poids. Dans le cas de la roue de vélo, c'est la tige qui passe au milieu, l'essieu, qui le force à avancer, lui faire une translation. Mais là, à ce moment-là, s'il y a un frottement statique entre la roue et le sol, bien, ça va produire une accélération angulaire. Le frottement statique, dans un cas comme ça, permet de rouler parce que si c'était complètement glissant, la roue ferait juste avancer et ne roulerait pas. On va regarder le ballon. S'il descend la pente, après ça, s'il est sur le sol plat, puis s'il monte la pente. Donc, le ballon, quand il descend la pente, on sait très bien, accélérer en descendant. Ça veut dire qu'il va d'abord, il va rouler dans le sens, selon mon dessin, là, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme on a indiqué par son vecteur de vitesse. Si on regarde le diagramme des forces sur le ballon, d'abord, on est certain qu'il y a le poids du ballon et une normale perpendiculaire au sol qui l'empêche de traverser la surface. Puis là, on se demande, bon, il y a probablement un frottement statique parce que sinon, il ne pourrait pas rouler, il ferait juste glisser vers le bas. Donc, on regarde ici dans quel sens ça accélère. L'accélération va faire en sorte que la vitesse va être de plus en plus rapide et de plus en plus élevée. Ça veut dire qu'elle est orientée dans la même direction que la vitesse, ici dans le sens horaire. Alors, présentement, les deux forces qui sont sur le diagramme de force n'exercent aucun moment de force pour faire une accélération angulaire du ballon. La raison, c'est que le poids, lui, agit à une distance R de 0. Il est sur l'axe de rotation. Donc, si on calculait le moment de force, on ferait force fois une distance de 0. Ça ne fait pas de moment de force. La normale, elle est à un rayon R de l'axe de rotation. Donc, ce n'est pas la même chose. Si on calculait le moment de force, on aurait la grandeur de la normale fois le rayon. Mais ensuite, ce serait fois le sin de 180 degrés. Le rayon ici qui pointe vers l'extérieur de la roue, puis la normale qui revient vers le centre de la roue, sont en sens opposé. Ça fait aussi un moment de force de 0. Donc, il manque une force certainement parce que sinon, l'accélération que j'ai indiquée en rouge est impossible. Puis là, ça nous dit qu'il faut que la force de frottement s'exerce vers le haut de la pente. Ça va permettre au ballon de basculer sans glisser. Puis, ça va créer un moment de force qui agit dans le même sens que l'accélération angulaire. Maintenant, quand le ballon arrive sur le sol plat, là, il va pouvoir maintenir une vitesse constante à cause simplement de la première loi de Newton. On sait qu'il a une vitesse oméga dans le sens des aiguilles d'une montre s'il continue d'aller vers la droite. Puis, à ce moment-là, il n'y aura pas d'accélération parce que c'est sur un sol plat et les seules forces qui vont être présentes, c'est le poids et la normale. Là, on pourrait se demander comment ça se fait que ça tourne. Ça n'a pas besoin de moment de force. Ici, on n'a pas besoin de moment de force. Si la vitesse est déjà là, la vitesse va être juste maintenue donc par l'inertie de l'objet. Un peu comme dans la première loi de Newton, on dit qu'un objet va garder sa vitesse constante puis un mouvement rectiligne uniforme lorsque il n'y a pas de force qui agisse dessus ou la résultante est 0. Mais pour la rotation, l'objet peut faire une ligne droite, mais en tournant à une vitesse constante. Donc ici, il n'y a pas aucun moment de force qui est nécessaire pour maintenir le mouvement de rotation vers le sens des aiguilles d'une montre. Par contre, quand le ballon va remonter la pente, là, un frottement va être nécessaire. Okay? On sait que là, la roue ou la balle va ralentir en montant. Bon, j'ai mis ici déjà les forces du poids et de la normale. Maintenant, on va considérer, pour placer notre frottement dans la bonne direction, le sens de la vitesse et l'accélération. Donc, la vitesse ici, le ballon est en train de monter, donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais l'accélération, si ça ralentit, va s'opposer à la vitesse. Elle va être donc dans le sens anti-horaire.
À ce moment-là, on voit que pour les mêmes raisons que tantôt, le poids puis la normale ne font pas de moment de force. Donc, ça prend un moment de force ici pour causer cette décélération-là qui est en rouge. Alors, ça va prendre un frottement statique qui est vers le haut de la pente. Ça fait en sorte que le ballon peut continuer à avancer sans déraper en montant la pente. C'est différents exemples pour vous montrer comment on analyse une situation lorsqu'il n'y a pas de force motrice. Donc, c'est le frottement qui va pouvoir permettre à l'objet de faire son mouvement de rotation avec l'accélération qu'on peut déduire. Maintenant, vous vous posez peut-être la question à cause du ballon qui est plat. Là. Si on laisse aller un ballon plat sur le sol, il ne va pas continuer à vitesse constante indéfiniment. Même si le sol est parfaitement horizontal, il va éventuellement s'arrêter. Ici, il y a une petite explication que vous pourriez aller chercher plus d'informations dans votre livre, mais en gros, c'est que dans la réalité, il y a une déformation des objets. Ça fait perdre de l'énergie. Fait que pendant le roulement, on pourrait imaginer, par exemple, soit le sol ici va être légèrement déformé, ça peut être aussi un pneu, la roue elle-même qui se déforme légèrement, mais il va y avoir suffisamment de déformation ici pour faire en sorte qu'à mesure que le mouvement se fait, il y a de l'énergie qui se dissipe, ok? Parce que ça va créer de la chaleur, la déformation. Et puis, à ce moment-là aussi, on peut voir que ça crée une résultante un petit peu en sens contraire là, de notre vitesse et de notre mouvement. Donc, petit à petit, l'objet va éventuellement s'arrêter. On ne considérera pas ce phénomène-là dans nos analyses. OK? Fait que si vous avez une analyse à faire d'un objet qui roule sur un sol plat, vous considérez qu'il peut rouler à vitesse constante sans problème sur un certain nombre de mètres. Maintenant, s'il y a une force motrice, j'avais donné tantôt l'exemple de la roue arrière d'un vélo. Ça peut être aussi, les voitures, là, la plupart des voitures qu'on achète chez le concessionnaire, là, c'est une traction avant. Ben, je dis la plupart, en tout cas une grande partie. Par exemple, si vous achetez une Honda Civic, là, c'est propulsé, le moteur fait tourner les roues en avant de la voiture. Okay? Puis les roues en arrière font juste suivre. Ça, c'est ce qu'on appelle une traction avant. Ben, les roues en avant de cette voiture-là subissent une force motrice parce que l'essieu qui les relie doit tourner. Ben, il est activé là, par le moteur. Il est forcé de tourner, ce qui force les roues à tourner. Donc, ça, c'est deux exemples. Ici, il y a présence d'un moment de force qui fait accélérer la roue. Alors, dans un cas comme ça, on va déduire le frottement statique un petit peu différemment. Ce qu'on va dire, c'est que il est nécessaire pour faire accélérer le centre de masse de la roue pour qu'il puisse, si c'est un roulement, suivre la translation aussi. Il permet le roulement aussi parce que s'il n'y avait pas de frottement statique, imaginez votre voiture, là, les roues avant, si vous pesez sur le gaz puis vous êtes sur une flaque de boue très glissante, la roue va tourner sans avancer. Donc, c'est une roue ici qui aurait une force motrice, mais il n'y a pas de frottement. Elle ne peut pas rouler parce qu'elle fait juste faire sa rotation. On va regarder ici le cas de la roue, justement, qui est forcée d'accélérer par l'essieu, la tige qui relie les deux roues au moteur. Donc, la roue ici est forcée à accélérer dans le sens des aiguilles d'une montre sur notre schéma, par le moteur. Ça crée donc un moment de force sur la roue qui va créer l'accélération dans le sens horaire en rouge. Ça va aussi, s'il y a frottement, ça va faire avancer et accélérer la roue vers la droite. À ce moment-là, on peut voir qu'il n'y a pas de force ici qui permette de comprendre pourquoi l'accélération se fait vers la droite. En fait, c'est qu'il manque une force. On aurait ici la force de frottement statique. Pour ne pas encombrer le diagramme, j'ai pas mis le poids et la normale. Même ici, on aurait aussi une normale au niveau de l'essieu. Mais c'est parce que ce sont toutes des forces qui ne créent aucun moment de force, donc ça ne va pas faire contribuer à la rotation, à l'accélération angulaire de la roue. Donc, je ne les ai pas mises dans le diagramme juste pour pas que ce soit trop chargé. Fait que là, on va regarder, il manque quand même une force qui va créer l'accélération vers la droite de la roue. Ce ne serait pas la normale et le poids. Donc, cette force-là, c'est le frottement statique. Alors ici, c'est le frottement statique, en fait, qui va empêcher le dérapage de la roue. Comme si le sol est glissant, la roue, ici, est activée par l'essieu qui passe par le centre. Elle pourrait déraper vers comme ici, comme par exemple, imaginez là, de la neige là, qui revole en arrière de la roue. Okay? Ça pourrait déraper comme ça. On a le frottement statique qui va empêcher ça, puis qui va permettre à la roue de basculer et donc d'avancer linéairement. Maintenant, on peut regarder un pneu qui va subir une accélération dans le sens contraire de sa vitesse. Par exemple, quand on freine.
Donc ici, la vitesse ça va être maintenue dans la même direction, sens horaire, mais là, on va avoir un moment de force et une accélération, sens anti-horaire et vers la gauche. Donc, ce serait un moment de force qui est causé par exemple, des freins qui vont frotter sur notre essieu, notre roue, puis ça contribue à ralentir. Donc ici, il y a déjà une force qui crée l'accélération angulaire, mais il n'y en a aucune qui ne crée l'accélération linéaire. Et encore une fois, ce ne serait pas ni le poids ni les normales qui créeraient cette force-là, parce que ça, ce ne serait pas des forces dans le sens horizontal. Donc ici, c'est le frottement statique qui va agir vers l'arrière. Si la roue ralentit à cause d'un freinage, bien, le risque de dérapage quand on freine, c'est que la roue elle bloque, puis là, la roue glisse vers l'avant, donc vers la droite ici. Ce qui va empêcher ça, c'est qu'il y a un frottement statique au niveau du sol vers la gauche. Je vous montre ici des images un peu pour le visualiser. Okay? Le cas qu'on voit avec l'accélération du pneu, s'il n'y avait pas assez de frottement, bien, on aurait ici un glissement. Puis on voit là, la neige qui, à cause que le pneu glisse, ça revole en arrière. Là. Fait que ça indique un peu que la direction du glissement, c'est sens horaire. Puis le frottement statique prévient ça. Dans le cas du glissement pour un pneu qui est ralenti, qui freine, bien, le glissement ici se ferait vers l'avant en créant des espèces de traces sur l'asphalte. Le pneu glisserait vers l'avant. Bien là, notre frottement statique serait vers l'arrière pour prévenir ça. Comme s'il y a des traces de pneus comme ça sur la route, ça veut dire que la pneu il a bloqué, puis là, on a eu un frottement cinétique. Le frottement cinétique ici il pointait vers l'arrière de la roue, tout comme le frottement statique, mais le frottement statique, ça va être présent s'il n'y a pas des traces sur l'asphalte, puis le pneu, il n'a pas dérapé. Donc, il a ralenti doucement, mais en roulant. Maintenant, on va distinguer, là, j'ai parlé tantôt des autos à traction avant, bien, il y a d'autres types de voitures là, sur le marché aussi, quand on regarde les courses, d'autres types de véhicules. Fait que la traction avant, c'est juste que le moteur fait tourner les roues en entraînant l'essieu avant. Mais il y a quand même plusieurs compagnies ou des voitures sport qui ont un système de propulsion qu'on appelle. Ça, c'est la traction à l'arrière. Donc, simplement, ici, c'est les roues arrière qui sont entraînées par le moteur. Les roues en avant font juste être emportées par le véhicule, un peu comme une bicyclette. Ces voitures-là sont meilleures pour fournir des accélérations plus puissantes, mais c'est plus difficile à contrôler, là, par exemple, dans les situations enneigées. Malgré que les nouveaux modèles, c'est souvent des voitures haut de gamme, comme on voit ici une BMW, bien, si ils ont une traction arrière, ils ont aussi des systèmes un peu intelligents qui permettent de manier la voiture plus facilement dans des conditions enneigées. Puis, on a bien sûr aussi tous les véhicules à 4 roues motrices. Donc là, à ce moment-là, le moteur répartit toute sa force sur les deux essieux, celui en avant, celui en arrière. Ça permet d'avoir un bon contrôle là, si on est sur un terrain là, qui est inégal. Maintenant, on va faire un exemple qui couvre les notions là, de cinématique qu'on vient de voir. Donc, on a une voiture qui roule à 80 km/h, puis on connaît le diamètre des pneus. On nous demande, sachant ça déjà, là, quelle serait la vitesse angulaire des pneus de l'automobile. Donc, pour faire ça, d'abord, une première étape, ça va être de transformer notre vitesse qui est en km/h dans les unités du système international. On utilise notre facteur de 3,6 pour obtenir que la vitesse de la voiture correspond à 22,22 mètres par seconde. Donc, la voiture, elle avance avec ses roues. Alors, les roues de la voiture, les pneus, possèdent la même vitesse de déplacement que la voiture. Fait qu'on va se servir de cette vitesse-là. Cette vitesse-là, c'est une vitesse, c'est un paramètre linéaire qu'on veut convertir en paramètre angulaire. Donc, on a vu une relation qui dit que la valeur linéaire va être égale à la valeur angulaire fois le rayon. Donc, ici, on a simplement à insérer les valeurs dans la petite relation ici. Puis, j'ai mis, au lieu de calculer le rayon, j'ai juste mis demi-diamètre à même mon équation. Donc, notez que le diamètre doit être en mètres pour que nos unités de mètres s'annulent. Le oméga, la vitesse angulaire, doit être en radians par seconde. Et des radians, dans le balancement des unités, ça ne compte pas. Fait que finalement, quand on regarde les unités, on se trouverait à obtenir que oméga a des unités de seconde à la moins 1, ce qui est équivalent à des radians par seconde. Donc la réponse ici, c'est 59,26 radians par seconde. Si on se représenter, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, on pourrait diviser notre 59,26 par 2π. Pourquoi? Parce que chaque tour va correspondre à 2π radians. Donc là, c'est peut-être un peu plus instinctif. J'obtiens 9,43. Ça veut dire que le pneu fait 9,43 tours à chaque seconde. Mais on l'exprime en radians ici.
Après ça, on nous demande si la voiture s'immobilise en faisant 30 tours complets, les pneus ils roulent bien, là, ils ne glissent pas sur le sol, quel est le module de l'accélération de la voiture? De l'accélération angulaire, pardon. Donc, voici les informations qu'on possède. OK, on a déterminé que la vitesse angulaire de la roue ou du pneu, c'est 59,26 radians par seconde. Puis là, la voiture va s'immobiliser. Alors, on va manifestement avoir une vitesse finale de 0. Ensuite, on peut calculer le déplacement angulaire parce qu'on nous dit qu'on a 30 tours qui vont être faits. Alors, il faut transformer nos 30 tours en radians. Mais simplement, on sait qu'il y a 2 pi radians à chaque tour. Alors, on va multiplier 2 pi par 30, puis on obtient un déplacement angulaire de 60 pi radians. Donc, voici là, l'équation qui nous permettrait de calculer l'accélération. C'est l'équation avec les vitesses au carré, ici dans le mode angulaire. Alors, on va isoler notre paramètre d'accélération angulaire alpha. Donc, on insère nos valeurs dans notre équation, puis on isole alpha. Alpha va donner une accélération négative. Son signe, là, ça reflète que c'est un ralentissement, donc il doit y avoir une accélération de sens opposé à notre vitesse angulaire. Donc, comme notre vitesse oméga est positive, l'accélération doit être négative. Mais comme on nous demande le module de l'accélération angulaire, à ce moment-là, je l'ai mis ici en valeur absolue. Mais ce n'est pas ça que mon équation m'a donné. Mon équation m'avait donné moins 9,31. Alors, ça, c'est des unités de radians par seconde carré, puisque c'est une accélération angulaire. Finalement, on nous demande aussi c'est quoi le déplacement en mètres qui représente la distance aussi parcourue pendant ce freinage-là. Donc, on a déjà travaillé ici avec la valeur en radians, mais on pourrait aussi repartir du 30 tours. Donc, on a comme deux options ici. Par exemple, si on prend nos radians, 60 pi radians, c'est le déplacement que la voiture a fait. Ça, c'est la variable angulaire. On peut la multiplier par le rayon des pneus pour obtenir en mètres la valeur linéaire, donc par la relation qui vient d'apparaître ici. Avec le rayon de 0,75 divisé par 2, on obtient qu'on a un déplacement ici de 70,7 mètres. Une autre option, ce serait de juste retourner à notre valeur de 30 tours. Si on sait que 30 tours, c'est ce qui a été fait pour s'arrêter, on pourrait juste utiliser, c'est quoi un tour en mètres? C'est une circonférence, puis multiplier 30 par 2 pi r. Maintenant, on va aller voir des propriétés qu'on peut observer lorsqu'il y a transmission d'un mouvement, d'un objet à un autre, d'une rotation par des enroulements. Donc, par enroulement, ici, on parle, par exemple, ça peut être la chaîne qui contourne le pédalier puis l'engrenage dans un vélo. Ça peut aussi être une courroie entre deux poulies. On peut aussi parler d'un treuil qui correspond finalement à une poulie qui va hisser un objet. Donc, ça peut également, ce qu'on va voir pour les enroulements, ça pourrait aussi être des engrenages qui sont directement juxtaposés l'un à l'autre. Alors, ce qu'on peut dire dans des montages comme ça, c'est, regardez la figure à gauche, là, la courroie ici, si elle se déplace. Disons par exemple sur l'objet A, si la courroie avance de 10 cm dans le sens de la flèche, alors pour l'objet B, la courroie va aussi avancer de 10 cm. Ça n'a pas le choix parce qu'on ne veut pas que la courroie devienne lousse, donc elle est sous tension, puis elle tourne de façon égale sur toute sa longueur. Donc, elle transmet finalement le déplacement tangentiel au niveau de la surface extérieure de la poulie A à la poulie B. Là, on parle ici du déplacement, mais les variables de vitesse puis d'accélération vont se comporter de la même façon. Ça va avoir la même proportionnalité. Fait qu'on peut en tirer des équations qui sont que le déplacement tangentiel ici, donc la valeur en mètres là, au niveau de la poulie A, va correspondre à la même valeur que combien de mètres va avoir tourné un élément à la surface de la poulie. La vitesse tangentielle de la poulie A va être égale à la vitesse tangentielle de la poulie B. L'accélération tangentielle va donc être aussi égale pour les deux poulies. Mais elles ne feront pas le même nombre de tours par seconde, elles n'auront pas les mêmes vitesses angulaires. Donc, c'est leurs vitesses tangentielles qui sont égales. Là, si on regarde le treuil, c'est le même principe. Ici, on a un objet qui est suspendu puis qui est directement enroulé, là, la corde autour de la poulie A. Donc, pour la poulie A, ici, un élément à sa surface externe va se déplacer tout autant que la corde. Donc, si par exemple, le bloc B monte de 10 cm, ce sera qu'au niveau du pourtour de la poulie A, il y a eu un déplacement de 10 cm. Donc, les valeurs tangentielles ici sont encore les mêmes. Remarquez que j'ai mis tangentiel pour l'objet qui tourne,
Mais pour l'objet B, ben, il n'y a rien d'angulaire, donc j'ai pas mis de T. Une autre façon de transmettre un mouvement de rotation d'un objet à l'autre, c'est par un essieu. Un essieu, c'est simplement un genre de tige qui va traverser deux objets qui sont en rotation. Puis, ils sont fixés sur la tige. Donc, ici, par exemple, si on fait tourner la tige, bien, les objets A et B vont tourner ensemble. Si on considère un point là, sur les objets A et B, puis on regarde, on fait faire un tour à la tige. Au bout de ce tour complet-là, la poulie B va avoir fait un tour aussi et la poulie A aussi. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont sur le même essieu. Alors, ce sont à ce moment-là les déplacements angulaires qui vont être identiques lorsque le mouvement de rotation est transmis via un essieu. Donc, on pourrait dire que le déplacement angulaire de l'objet A, la poulie A, serait égal à celui de la poulie B. Mais on ne pourrait pas dire dans un cas comme ici que leurs déplacements tangentiels sont égaux. Ça, ce ne serait pas vrai. On peut établir les relations similaires pour la vitesse et l'accélération angulaire parce que elles sont proportionnelles aussi au déplacement. Donc, on a vitesse angulaire de la poulie A égale vitesse angulaire de la poulie B et accélération angulaire de la poulie A égale accélération angulaire de la poulie B. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, par exemple, dans les voitures. Il y a des essieux entre les pneus, mais il y a aussi des espèces de tiges comme ça on appelle ça des arbres de transmission. Ils vont transmettre le mouvement de rotation d'un élément du moteur à un autre. Remarquez que les relations que j'ai écrites là, supposons que ce qu'on connaît de notre poulie A, c'est pas sa vitesse angulaire, mais c'est plutôt sa vitesse tangentielle. À ce moment-là, ben, on a déjà une relation qui dit que la variable angulaire, c'est la variable linéaire sur le rayon. Fait que ici, j'ai juste comme converti les égalités qu'on avait déjà, si on veut travailler en paramètres linéaires à la place. Ici, on va commencer par faire un exemple avec une bicyclette. Donc, une bicyclette, ici, on va voir les deux phénomènes qu'on vient de discuter, c'est-à-dire on a un enroulement au niveau de la connexion entre le pédalier et l'engrenage de la roue arrière, puis l'engrenage de la roue arrière est sur le même essieu que la roue arrière. Donc, on sait que le cycliste pédale à 1 tour par seconde avec son pédalier. Puis, on connaît les rayons du pédalier, 10 cm. L'engrenage arrière, la chaîne est sur celui qui a un rayon de 5 cm et la roue arrière a un rayon de 35 cm. Puis là, on nous demande à quelle vitesse avance le vélo. Donc, pour trouver à quelle vitesse avance le vélo, on va avoir besoin de la vitesse tangentielle de sa roue arrière. Ça va être la même vitesse que la vitesse à laquelle se déplace le centre de masse de la roue arrière, donc la bicyclette au complet. Pour trouver la vitesse tangentielle de la roue arrière, ça va nous prendre... Dans le fond, les informations qu'on a sont sur le pédalier. On a une fréquence à laquelle tourne le pédalier. On va pouvoir donc faire premièrement un lien entre le pédalier. Donc, si on connaît sa vitesse ou sa fréquence, on la transforme en vitesse, on va pouvoir, à partir de l'enroulement, aller chercher la vitesse tangentielle au niveau de l'engrenage arrière pour commencer. Puis, on va la transformer en vitesse angulaire, on va voir pourquoi. Donc, commençons ici par considérer que le pédalier et l'engrenage arrière sont un enroulement. De là, on a vu que les enroulements, ils sont liés au niveau de la courroie ou de la chaîne sur leur pourtour. Donc, ça veut dire que c'est leurs vitesses tangentielles qui sont égales. Et là, par contre, je vais transformer mon équation de vitesse tangentielle. Je vais les transformer, mes vitesses tangentielles, en vitesse angulaire. Donc, je vais prendre ici, on sait qu'une variable linéaire, ça correspond à la variable angulaire fois le rayon. Fait que j'ai écrit ça de part et d'autre de l'égalité. Pourquoi je fais ça? C'est que ça va être très facile de transformer ma fréquence d'un tour par seconde en vitesse angulaire. On sait qu'un tour, c'est 2 pi radians. Donc, ça va être simplement 2 pi radians par seconde pour mon pédalier. Pour mon engrenage arrière, j'ai besoin de sa vitesse angulaire parce que comme il est sur le même essieu que la roue arrière, les variables angulaires évoluent au même rythme quand c'est sur le même essieu. Donc, on va avoir une égalité entre la vitesse angulaire de l'engrenage arrière et la roue arrière. Si on n'y avait pas pensé tout de suite, on pourrait toujours commencer par trouver la vitesse tangentielle de l'engrenage arrière, puis après ça, en une deuxième étape, trouver la vitesse angulaire de l'engrenage. Je vais le faire ici en une ligne. Donc, on y va ici, j'écris ma relation avec mes valeurs connues. Donc, comme j'ai mentionné, la vitesse angulaire du pédalier de 1 tour par seconde, en radians par seconde, c'est simplement 2 pi par seconde. Là, je vais mettre mes rayons en mètres, mais remarquez qu'ici, dans une équation de ce type, ça ne dérangerait pas de travailler en centimètres parce que le facteur ici, au niveau des rayons, on a un rayon de chaque côté, donc ces unités-là s'annulent. Mais bon, par habitude, je le mets en mètres là, pour être sûr de ne jamais me tromper. Après ça, je vais isoler la vitesse angulaire de l'engrenage arrière. Donc, on trouve oméga, là, la vitesse angulaire, c'est 12,57 radians par seconde.
Maintenant, on sait que comme l'engrenage arrière et la roue arrière sont sur le même essieu, ça veut dire qu'ils tournent au même rythme. Donc, le nombre de radians qu'ils font par seconde, c'est le même. Puis au niveau des relations, les variables angulaires sont pareilles. Ça veut dire que la vitesse angulaire de l'engrenage qu'on vient de trouver, elle est égale à la vitesse angulaire de la roue arrière. Maintenant, ce que je veux trouver pour la roue arrière, c'est sa vitesse tangentielle, parce que sa vitesse tangentielle correspond à la vitesse à laquelle la roue avance. Donc, ça va me permettre ensuite de déduire la bicyclette avance à la même vitesse que la roue. Donc ici, j'ai simplement à insérer dans la relation ici, je sais que la vitesse angulaire va être égale à la vitesse linéaire sur le rayon. Donc, le rayon de la roue étant 0,35 m, là, j'obtiens ici la vitesse de... Ça, c'est la vitesse tangentielle de la roue arrière, mais c'est aussi égal à la vitesse à laquelle se déplace le centre de masse de la roue, donc la vitesse à laquelle se déplace la bicyclette. Et j'ai pas écrit les symboles tangentiels, là, ça c'est comme optionnel, mais quand on écrit le symbole V, on sait qu'il s'agit d'une vitesse tangentielle en mètres par seconde. Donc on a la vitesse, la réponse c'est 4,40 mètres par seconde. Deuxième question maintenant, on demande si le cycliste utilise le dérailleur, puis il fait passer la chaîne de l'engrenage de 5 cm sur la roue arrière à un engrenage 2 fois plus petit. Alors, à ce moment-là, bon, on peut écrire ici notre nouvelle information. Le rayon de l'engrenage passe à une valeur de 0,025 m. Puis là, on va refaire un peu un calcul à l'envers parce qu'on demande combien de tours de pédalier la personne doit faire pour garder la même vitesse de déplacement de la bicyclette. Vraiment, là, on revient en arrière dans notre raisonnement. Fait qu'on part de la même vitesse de 4,40 mètres par seconde. Le rayon de la roue arrière n'a pas changé. Donc, la vitesse angulaire de l'engrenage qui correspond à la vitesse, on avait déjà dit, c'était égal à la vitesse angulaire de la roue arrière, donc à sa vitesse tangentielle sur son rayon. Ça veut dire que la vitesse angulaire de l'engrenage, c'est encore 12,57 parce que le rayon de la roue n'a pas changé. La vitesse à laquelle la roue, sa vitesse tangentielle de la roue n'a pas changé non plus. Maintenant, on va passer de l'engrenage au pédalier. Donc, on a notre vitesse angulaire de notre engrenage qui est de 12,57, mais ça va être multiplié cette fois par un rayon de 0,025 m. Notre pédalier, lui, on est encore sur le même rayon de 10 cm. Fait que là, on va aller chercher à quel rythme tourne notre pédalier en radians par seconde. Donc, c'est 3,14 radians par seconde qu'on obtient, ce qui correspond à pi radians par seconde. On transforme ça en nombre de tours. Donc, pi, c'est la moitié d'un tour. On pourrait dire un demi-tour par seconde. Fait que finalement, on obtient notre réponse. Le cycliste doit faire un demi-tour à chaque seconde. Fait qu'il va pédaler plus lentement parce que pendant une seconde, il va faire juste un demi-tour plutôt qu'un tour. Ça, quand on est sur notre bicyclette, là, c'est une vitesse qui demande plus d'effort. Quand que la chaîne s'enroule sur un plus petit rayon d'engrenage, c'est plus forçant pour maintenir une vitesse. Dans l'exemple suivant, c'est le dernier qu'on va faire aujourd'hui. Ici, on a un système de 2 blocs qui sont reliés par une poulie, mais vous remarquez que c'est une poulie qu'on appelle une poulie double. Donc, le bloc 1 est rattaché au pourtour d'une petite poulie A. Puis, on a le bloc 2 qui est lié à la poulie B, qui a un plus grand rayon. Ensuite, on sait, là, quand on a une poulie double comme ça, les poulies A et B tournent ensemble, elles sont soudées ensemble. Donc là, on a toutes sortes d'informations qui sont fournies, entre autres les masses des blocs et la vitesse de chacun des blocs à un même instant. On connaît aussi l'accélération linéaire là, de la masse 2 qui est de 3 kg. Alors, on commence par demander c'est quoi le rayon de la poulie B. Donc, pour trouver ça, comme on connaît les vitesses linéaires des objets 1 et 2 au même moment, on va se servir de ça. Alors, on sait que les poulies A et B sont fixées, soudées ensemble sur le même essieu. Elles tournent donc au même rythme, puis ça veut dire que leurs vitesses angulaires sont identiques. Maintenant, ce que je connais, c'est pas les vitesses angulaires des poulies A et B, mais plutôt les vitesses linéaires des blocs. Les vitesses linéaires des blocs sont égales aux vitesses tangentielles des poulies auxquelles ils sont chacun rattachés. Donc, on peut remplacer ici notre équation comme la variable angulaire de la vitesse de la poulie A. Ça va être égal à la vitesse tangentielle de la poulie A sur le rayon A, mais j'ai tout de suite écrit, la vitesse tangentielle de la poulie A, c'est nécessairement la vitesse du bloc 1. Puis là, c'est la même chose pour l'autre poulie et l'autre bloc. Donc, finalement, en faisant un espèce de rapport avec les rayons, on peut établir le rapport des vitesses ou vice-versa. Donc là, ce qu'on connaît, c'est les vitesses. Puis, j'ai le rayon de la poulie A qui est de 6 cm que j'ai converti en mètres. Donc, ça va me permettre d'utiliser
ces valeurs-là pour trouver le rayon de la poulie B. On s'attendait à ce qu'il soit plus grand, puis effectivement, on a un rayon ici de 10 cm ou 0,1 m. Ensuite, on nous demande quelle est l'accélération angulaire de la poulie A et B, la poulie double. Dans le fond, les deux objets ils ont la même accélération angulaire parce qu'ils sont fixés ensemble sur le même essieu. Fait qu'ici, j'ai dit que la variable angulaire devrait être égale à la variable linéaire sur le rayon. Là, la variable angulaire, c'est la même pour les deux. Fait que j'ai appelé mon accélération, j'ai dit c'est l'accélération des objets A et B. Puis, ça va être égal, donc, à... J'ai choisi une des deux, là. On aurait les deux options. Je vais prendre la poulie B. Je connais l'accélération du bloc 2. Donc, je vais pouvoir m'en servir, mais il faut que j'utilise le rayon auquel est rattaché le bloc 2, ce qui est le rayon de la poulie B. Et de là, je vais pouvoir obtenir l'accélération angulaire de la poulie double qui est de 32,6 radians par seconde carré. À la question C, on nous demande de trouver l'accélération de l'autre objet à partir des rayons des poulies. Donc là, c'est vraiment une approche tout à fait similaire à ce qu'on a fait à la question A. Le lien entre nos deux objets-là, il se fait au niveau de la poulie double. La poulie double ici, bien, chacune des poulies A et B ont la même accélération angulaire. On pourrait dire ici alpha B égale alpha A. Sauf que là, je veux travailler avec les variables linéaires, donc je remplace mon alpha par accélération sur rayon. Donc, pour la poulie B, c'est l'accélération au niveau du bloc 2 sur le rayon B. Puis l'objet 1, c'est par rapport au rayon A. J'ai déjà l'accélération du bloc 2 et puis je m'en sers donc à partir du rapport des rayons, je peux trouver que l'accélération du bloc 1 sera de 1,956 mètres par seconde carré. Maintenant, on veut trouver la distance parcourue par chacun des blocs pendant l'intervalle de temps de 1,107 secondes parce que là, le système a été relâché à partir du repos. Donc, ce qu'on va faire, c'est un peu de cinématique. On sait que les vitesses initiales, c'est 0. On connaît la vitesse finale de chacun des deux objets après un délai de 1,107 secondes. Puis on connaît aussi l'accélération de cet objet-là. Donc, on n'a qu'à choisir un des deux objets, puis on va insérer ça dans une équation du MRUA. Là, comme on travaille avec, disons, un des blocs, on va prendre les variables linéaires. On va prendre ici une équation linéaire parce qu'on parle de la vitesse d'un des blocs. J'ai opté pour prendre une équation qui n'utilisera pas l'accélération, mais on aurait d'autres options possibles. Donc ici, si je veux le déplacement de l'objet 1, bien, je peux dire que sa vitesse initiale, c'est 0. Sa vitesse finale, c'est à l'instant 1,107 secondes. Donc ça, c'est 2,167. Puis là, je peux diviser par 2. Mon équation va me donner que mon déplacement 1 est de 1,2 mètres. Bien sûr, à partir de là, on peut facilement trouver le déplacement de l'autre objet. Remarquez que ce qu'on nous demande, c'est plutôt la distance parcourue. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas trop porté attention sur quelle est la direction du mouvement. Est-ce que c'est vers le bas ou vers le haut? Je travaillais comme avec des valeurs positives, comme si l'axe est dans la direction du mouvement. Ça n'a pas trop d'importance parce qu'en tout cas, on veut trouver un déplacement qu'on va mettre en valeur absolue. Je devrais dire la distance D. La distance est de 1,2 mètres. Maintenant, je peux utiliser le raisonnement à partir de mes rayons pour trouver la distance parcourue par l'objet 2. Donc, encore une fois, le même rapport. On a le déplacement angulaire delta-θ qui est identique pour les poulies A et B, mais je transforme de chaque côté de l'égalité en variable linéaire sur rayon. Donc, on insère notre 1,2 mètres qu'on vient de trouver, puis on insère les rayons des poulies A et B et on obtient que notre déplacement pour le bloc 2 est de 2 mètres. Comme je vous dis ici, j'ai travaillé en valeur absolue. Parce que de toute façon, ce qu'on nous demandait, c'était la distance parcourue. Pour terminer notre exemple, on nous demande combien de tours a fait la poulie double pendant l'intervalle de temps. Pour trouver le nombre de tours, on a plusieurs façons, c'est-à-dire on pourrait travailler avec des déplacements en mètres puis les circonférences. J'ai plutôt opté pour passer par le nombre de radians en premier. Donc, je vais prendre un de mes déplacements, puis à partir du rayon auquel l'objet est attaché, je vais aller chercher le déplacement angulaire de la poulie double AB, comme c'est le même déplacement angulaire pour les deux GB A et B. Alors ici, on obtient que la poulie va effectuer un déplacement angulaire de 20 radians pendant l'intervalle de temps. Maintenant, on n'a qu'à diviser ce chiffre-là par 2π pour obtenir le nombre de tours, parce que un tour, c'est 2π. Donc, on obtient ici que l'objet, la poulie, va avoir fait 3,18 tours pendant l'observation du mouvement. Voilà, donc c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Il va nous rester à couvrir les principes de conservation de l'énergie, entre autres là, pour les systèmes en rotation.
On va revenir aussi sur la deuxième loi de Newton lorsqu'il y a de la rotation, bien sûr, et le calcul de la puissance pour un objet en rotation. Donc ça va être pour le prochain cours.